Combien as-tu payé pour cette fausse étoile d'argent sur Amazon, Laura? Ça ne te dégoûte pas d'utiliser des soldats morts pour mendier ce fonds fiduciaire? Le ricanement de ma propre sœur cadette, Chloé, a résonné dans le microphone. Julian, son fiancé avocat, a jeté mon dossier de renseignement, taché de sang, sur le sol en marbre. Usurpation de valeur militaire. Dans exactement 15 minutes, des agents fédéraux vont te traîner hors d'ici, menottes au poignet. Des centaines de regards, ceux de l'élite, transperçaient la robe de soie que je portais, assoiffés de me voir m'effondrer. Mais ils ignoraient qu'une personne qui revient d'entre les morts ne sait plus comment pleurer. Ma poitrine s'est serrée, mais je ne me suis pas défendu. Vous avez vos 15 minutes, ai-je dit d'une voix légère, comptant silencieusement jusqu'à 10 dans ma tête. Mais je crains que les invités qui attendent derrière ces portes n'aient pas ce genre de patience. Laissez-moi vous raconter comment j'ai transformé leurs 15 minutes de menaces en le pire cauchemar de leur vie. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est en ce moment. En entendant mon avertissement, Chloé a laissé échapper un rire sec et rauque. Le son a explosé à travers le système de sonorisation haut de gamme, rebondissant sur les plafonds voûtés du domaine pour venir poignarder mes tympans. Elle ne me croyait pas. Pour elle, je n'étais qu'un animal acculé, lançant des menaces en l'air. Elle s'est penchée, l'ourlet lourd de sa robe de créateur perlée de cristaux balayant le sol, et a arraché mon dossier personnel classifié du marbre froid. Elle l'a jeté sur le pupitre en acajou avec un bruit sourd. Puis, elle a commencé à bouger. Le clic sec de ses talons aiguilles s'enfonçait dans le tapis de laine importé tandis qu'elle arpentait le bord de la scène. C'était son élément, une performance bas de gamme, minutieusement répétée, destinée à extraire jusqu'à la dernière goutte d'attention de la foule. Elle a cessé d'arpenter la scène et a approché le microphone de sa bouche. Un Larsen a sifflé une fraction de seconde. « Regarde-toi, Laura » a-t-elle ricané, laissant le silence s'installer pour que les actionnaires puissent s'imprégner de l'humiliation. Je me démène pour cette œuvre de charité. C'est moi qui suis sur les couvertures de magazines. C'est moi qui organise les galas à 1 million d'euros pour les vétérans blessés. Je sais ce qu'est le vrai sacrifice. Elle ne savait absolument rien du sacrifice. Pour Chloé, une journée difficile consistait à gérer un traiteur qui avait apporté le mauvais millésime de cristal. Ses yeux ont parcouru mon corps de haut en bas. Elle a inspecté la simple robe de soie à manches longues que je portais. Le dégoût suintait à travers ses dents parfaitement blanchies. Tu te pointes avec cette robe. Ta peau est pâle et sans défaut, comme si tu sortais d'un thé dans un country club, a-t-elle dit. Le micro a capté le bruit humide de ses lèvres. Et tu t'attends à ce que le conseil d'administration croie vraiment que tu es une sorte d'agent endurci, que tu étais sur le terrain à défoncer des portes dans des camps rebelles? S'il te plaît. Tu as probablement poussé des papiers dans un bureau en Virginie. Un faible murmure collectif a parcouru la salle de bal. Je sentais leurs yeux ramper sur moi. Des hommes riches en smoking sur mesure et des femmes dégoulinant de diamants fixaient mes mains nues, cherchant des callosités, cherchant une preuve. Ils pesaient le tissu doux de ma robe contre la lourde réalité d'une guerre qu'ils n'avaient jamais vue que sur des écrans plats. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas bronché. Mes talons sont restés plantés. J'ai laissé mes mains se rejoindre derrière mon dos, les doigts s'emboîtant juste au-dessus de ma taille. J'ai légèrement déplacé mon poids, redressant mes épaules. Garde à vous. La mémoire musculaire prenait le dessus. C'était une posture de discipline totale et inflexible. J'ai planté mon regard dans celui de Chloé. Je ne voyais plus ma petite sœur. Le lien biologique était mort au moment où elle avait jeté mon dossier par terre. À cet instant, je regardais une cible hostile. Et comme toute cible non entraînée, elle laissait transparaître ses faiblesses de toutes parts. J'ai lu son langage corporel, exactement comme on nous l'avait appris à Fort Bragg. Ses épaules étaient relevées au-delà de ses clavicules, un signe évident de stress interne massif. Sa respiration était superficielle, piégée dans le haut de sa poitrine. Ses jointures étaient blanches à force de serrer trop fort le microphone. Elle était désespérée. Elle avait besoin que la foule la valide, car au fond, elle savait qu'elle était entièrement creuse. Elle avait bâti toute son identité en dépensant l'argent de notre grand-père, portant l'étiquette de philanthrope comme un déguisement d'Halloween bon marché, tout en méprisant activement les soldats de la classe ouvrière qu'elle prétendait aider. Chloé tenait le microphone près de sa poitrine, faisant intentionnellement durer le silence. Elle attendait que je craque. Elle voulait les larmes. Elle voulait que je bafouille,
Que je commence à me justifier, à supplier la famille de me croire. Elle voulait la satisfaction de voir la sœur aînée qu'elle avait toujours enviée s'effondrer, en impitoyable désastre, sur sa scène brillante. Mais le seul mouvement que j'ai offert fut un unique élan clignement des yeux. La salle de bal était maintenant complètement silencieuse. On pouvait entendre les glaçons s'entrechoquer dans les verres du premier rang. L'odeur des arrangements floraux coûteux se mélangeait à la puanteur bon marché du désespoir de Chloé. Ma poitrine était oppressée, une pression fantôme familière, celle d'un gilet pare-balles que je ne portais pas. J'ai gardé mon visage complètement vide. Un parfait visage de poker. J'ai pris une lente inspiration par le nez, contournant ma poitrine, poussant l'air profondément dans mon diaphragme. Contrôle ton rythme cardiaque. Contrôle la pièce. Quand j'ai enfin parlé, je n'ai pas crié. Je n'avais pas besoin de microphone. J'ai simplement projeté ma voix, égale, plate et absolue. Ce sont les faits, ai-je dit. Les mots ont fendu l'air lourd de la pièce comme un couteau de combat, tranchant sa performance en plein milieu. Ce dossier a été vérifié par le département de la Défense. Le sourire suffisant de Chloé a vacillé. Sa mâchoire s'est crispée. Elle ne s'attendait pas à un mur de briques. Elle s'attendait à un punching ball. Mais elle n'était pas assez intelligente pour savoir quand battre en retraite. Et comme prévu, l'avocat à côté d'elle a décidé que c'était à son tour de jouer le bourreau. Julian Vance s'est avancé pour prendre le contrôle de la scène. Il ne marchait pas. Il glissait. La pièce lui appartenait. Il a levé ses doigts doux et manucurés pour ajuster le nœud de sa cravate en soie italienne. Il a lissé le devant de son costume sur mesure. Il n'y avait pas un seul pli sur sa veste. Ses chaussures étaient polies comme un miroir. C'était un homme qui avait vécu toute sa vie dans des bureaux climatisés, des véhicules de luxe et des restaurants haut de gamme. Il n'avait jamais porté de lourdes charges. Il n'avait jamais senti l'odeur de la cordite brûlée. Il n'avait jamais vu l'intérieur d'un hélicoptère médicalisé. Il a baissé les yeux sur mon dossier personnel posé sur le pupitre en acajou. Il ne l'a pas ramassé. Il a tendu un index. Il a fait glisser le papier cartonné vers lui, retournant la page de garde d'un geste sec et méprisant du poignet. Il a regardé le document comme s'il s'agissait d'un rat mort sorti d'un égout. Parlons de l'aspect juridique un instant, a dit Julian. Sa voix était douce, longuement pratiquée dans les salles d'audience et les conseils d'administration pour projeter une autorité absolue. Il a pointé son menton vers moi. Vous prétendez être un officier de renseignement, équipe de soutien culturel. Est-ce exact? Je n'ai pas parlé. J'ai fait un unique hochement de tête rigide. Mes yeux sont restés fixés sur son visage. Je regardais le pouls battre dans son cou. Il prenait plaisir à cela. Il ressentait une énorme montée d'adrénaline à acculer quelqu'un qu'il pensait totalement sans défense. Julian a levé la main et a frappé le papier de sa paume ouverte. L'impact a claqué comme un petit coup de fouet dans les haut-parleurs. Alors, comment expliquez-vous ceci, a-t-il exigé. Il a tapoté du doigt un bloc de texte spécifique sur mon dossier. Vous vous présentez comme récipiendaire d'un insigne d'action de combat. Le CAB. Il a tourné la tête lentement. Il a balayé l'audience en dessous, jouant le rôle du professeur patient et éduqué expliquant un concept simple à une salle d'enfants lents. Quiconque a une compréhension de base de l'armée connaît les règles, a sermonné Julian, son ton dégoulinant d'autosatisfaction. Le CAB est exclusivement réservé aux soldats qui sont personnellement présents et qui engagent activement l'ennemi. L'infanterie, le personnel de combat direct. Des hommes tenant des fusils dans un échange de tirs. Il a tourné son visage suffisant et détestable vers moi, ses lèvres retroussées en un sourire narquois. Il avait toutes les cartes en main et il le savait. Un agent de renseignement féminin, traduisant des dialectes dans une tente de commandement climatisée, n'obtient pas d'insigne d'action de combat, a dit Julian. La menteuse a oublié son propre scénario. Vous avez mélangé les détails de vos propres mensonges fabriqués, Laura. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai grincé des dents si fort que mes tempes ont commencé à me lancer. Il était en train de m'expliquer ma propre guerre avec condescendance. Un homme qui payait quelqu'un pour porter ses clubs de golf se tenait sur une scène, utilisant un morceau de papier pour effacer le pire jour de ma vie. Julian s'est penché sur le pupitre. Il a agrippé les bords en bois. Il a baissé la voix, adoptant un registre théâtral et menaçant. Il voulait que chaque personne dans la salle entende le dernier clou être enfoncé dans mon cercueil.
En vertu de la loi fédérale, ce comportement a un nom spécifique, a déclaré Julien. Il a espacé les mots, les laissant frapper la pièce comme de lourdes pierres. Usurpation de valeur militaire. Le silence dans la salle de bal s'est brisé. Vous ne mentez pas seulement à cette famille pour mettre la main sur l'argent du fonds fiduciaire, a poursuivi Julien, élevant la voix par-dessus le bruit grandissant. Vous commettez un crime fédéral. Vous portez l'honneur de soldats morts comme un costume bon marché. Des chuchotements ont balayé la foule comme un courant d'air soudain et violent. Des centaines de personnes ont commencé à murmurer en même temps. Des hommes en smoking à 1000 € secouaient la tête, complètement dégoûtés. Des femmes couvraient leur bouche, se penchant pour commérer avec leurs voisines. Leurs yeux se dardaient vers moi. Le jugement était absolu. Ils me regardaient comme si j'étais une maladie contagieuse. Ils le croyaient, chaque mot. Pour eux, un homme en costume sur mesure parlant un jargon juridique était toujours plus crédible qu'une femme silencieuse dans une robe simple. Ils préféraient sa version propre et aseptisée de la réalité. C'était plus net. Cela ne les obligeait pas à penser au sang, aux membres sectionnés ou à la violence chaotique et laide qui protégeait leur portefeuille d'action. L'insulte a transpercé ma discipline. Elle a déchiré ma formation. Ils pouvaient me traiter de croqueuse de diamants. Ils pouvaient me traiter d'échec. Mais me traiter de fraudeuse, m'accuser de voler la valeur des hommes et des femmes aux côtés desquels j'avais saigné. C'était un couteau rouillé se tordant directement dans les fantômes de mon unité. J'ai senti le poids fantôme du fusil M4 dans mes mains. J'ai senti l'odeur cuivrée du sang cuisant sous le soleil du désert. Je me suis souvenu du son assourdissant exact de la roquette qui a pulvérisé notre convoi dans la poussière. J'ai rompu ma posture. J'ai fait un demi-pas en avant. Le talon de mes chaussures a claqué fort et sèchement contre le sol en marbre. Le son était assez vif pour faire sursauter Julien, juste une fraction de seconde. J'ai baissé la voix. Je n'avais pas besoin de microphone. Mon ton était bas, guttural et froid. C'est votre ignorance crasse qui parle, Julien, ai-je dit, ma voix tranchant les chuchotements dans la pièce. Au cours de cette opération classifiée, notre unité de renseignement avancée est tombée dans une embuscade. Le périmètre a été percé. Notre commandement était à terre. J'ai été forcé de prendre un fusil. Je n'ai pas pu finir ma phrase. Julien a retrouvé son sang-froid. Il a levé son bras droit en l'air et a abattu sa main, tranchant aveuglément l'espace vide entre nous. J'en ai assez entendu, a-t-il aboyé dans le microphone. Son visage était rouge d'une fausse colère vertueuse. Dans la foule, quelqu'un a pris une cuillère à dessert en argent et l'a frappé contre un verre à vin en cristal. Cling. Puis quelqu'un d'autre l'a fait. Cling. Cling. En quelques secondes, des dizaines d'invités tapaient leur argenterie lourde contre leur cristal coûteux. Le tintement aigu, perçant et strident a résonné contre les plafonds voûtés. C'était une agression sensorielle. Cling, cling, cling. Un mur de bruit assourdissant et unifié. Julien se tenait droit derrière le pupitre. Il a bombé le torse, s'imprégnant de l'approbation de la foule. Il m'a regardé avec une expression écœurante de victoire totale. Il pensait qu'il venait de gagner la guerre. Il pensait qu'il venait de réduire l'ennemi au silence. Je me tenais au centre de la scène. Le bruit déferlait sur moi par vagues. J'ai regardé les visages dans la foule, mes propres tantes et oncles, mes cousins, les membres du conseil d'administration qui me connaissaient depuis que j'étais enfant. Pas un seul n'a baissé son verre. Pas un seul ne s'est avancé pour demander ma version de l'histoire. Ils formaient une foule collective de bijoux coûteux et d'ignorance aveugle, martelant leur cristal pour me faire taire. Le son vibrait dans mes dents. C'était une pression physique suffocante. J'étais complètement coupé du monde, isolé sur une île de marbre, regardant ma propre famille voter pour l'exécution de ma réputation sans le moindre procès. Le tintement des verres en cristal s'est finalement estompé. La foule s'était amusée. Maintenant, elle voulait l'exécution. Julien a fait un demi-pas en avant, comblant l'écart physique entre lui et Chloé. Leurs épaules se touchaient presque. Ils formaient un mur, une barricade solide et coûteuse de costumes sur mesure et de soie de créateur. Ils étaient les gardiens autoproclamés de l'héritage de la famille Sharp. Cela me soulevait le cœur. Chloé a croisé ses bras nus sur sa poitrine. Elle a relevé le menton. Ses yeux brillaient, vitreux, d'une sorte d'euphorie écœurante. Elle pensait m'avoir eu.
Elle me regardait de la même manière qu'un tyran de lycée regarde un enfant acculé dans la cafétéria. Elle était ivre du pouvoir de la foule. Julien a posé sa main à plat sur le pupitre. Il a tapoté son index contre le bois sombre. Tap, tap, tap. Il a laissé le son se propager dans la pièce silencieuse. Il jouait au dictateur bienveillant. Il voulait que tout le monde voie à quel point il était raisonnable avec la sœur folle et menteuse. Parce que vous êtes la sœur de Chloé, a dit Julien, sa voix tombant dans un ton bas et fabriqué de fausses sympathies, je vais vous faire une immense faveur. Une dernière courtoisie. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste fixé le pouls qui sautait dans son cou. Il était rapide, erratique. Je vous donne exactement une chance de sortir d'ici sans menottes, a grogné Julien. La fausse sympathie s'est évaporée. Ce n'était plus que de l'extorsion brute et laide. Vous restez là. Vous regardez ces actionnaires, et vous admettez que vous avez tout inventé. Il s'est penché plus près sur le bois. Je pouvais sentir l'odeur de scotch éventé sur son haleine, mélangée à de fortes pastilles à la menthe. Vous leur dites que vous avez poussé des papiers dans un bureau. Vous leur dites que le dossier de combat est une erreur de frappe. Puis vous signez une renonciation formelle à votre part du fonds fiduciaire. La voilà. La vérité les dénue, dépouillée de toutes ses postures patriotiques. Cela n'avait absolument rien à voir avec l'usurpation de valeurs militaires. Rien à voir avec le respect de l'armée, l'honneur ou les soldats morts. C'était une question d'argent. De la cupidité pure et simple. Si j'étais une vétérane de combat décorée, les termes du testament de mon grand-père dictaient que ma part de l'héritage doublerait. Chloé ne pouvait pas le supporter. Elle voulait le gâteau entier pour financer ses faux galas de charité et ses habitudes de shopping. Et Julien, l'avocat véreux qui épousait la famille, voulait sa part. Ils étaient prêts à me jeter dans une prison fédérale et à détruire ma réputation juste pour protéger leur compte en banque. Si vous n'êtes pas d'accord, a dit Julien, sa voix se durcissant en une menace. Je passe un coup de fil tout de suite. Je ferai en sorte que la police locale et les agents fédéraux vous traînent hors de ce domaine devant tous ceux que vous connaissez. Ils vous traiteront comme une voleuse ordinaire. Je les ai observés. Mentalement, je les ai dépouillés de leurs costumes sur mesure et de leurs robes perlées. En dessous, il ne restait que des parasites. Des créatures faibles, pathétiques, qui se battaient pour des miettes d'argent qu'elles n'avaient jamais méritées. Ils pensaient que la menace de la police et d'un scandale public me ferait craquer. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était la peur, la vraie. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je ne rétracterai jamais la vérité, ai-je dit. Les mots sont sortis de ma bouche comme des poids de plomb heurtant un sol en béton. Lourd, définitif. Il n'y avait aucune négociation possible. Le visage de Julien a viré à la couleur de la viande crue. Les veines de son front se sont gonflées contre sa peau parfaitement hydratée. Son bluff avait été démasqué. Je ne reculais pas. Il a réalisé qu'il devait réellement appuyer sur la gâchette. Il a tourné la tête sur le côté, se concentrant sur une jeune femme qui se recroquevillait dans l'ombre, près du bord de la Seine. Sarah, son assistante juridique de 22 ans. Elle serrait un classeur en cuir contre sa poitrine, ses jointures blanches comme des os. Elle avait l'air terrifiée. Suspendez le gala pour 15 minutes, lui a-t-il aboyé. Il a pointé un doigt vers elle comme un pistolet chargé. Sortez les papiers de renonciation de la mallette. Imprimez une nouvelle page de signature s'il le faut, et appelez la police locale. Faites venir une voiture de patrouille à la grille d'entrée, tout de suite. Sarah a dégluti difficilement. Ses yeux se sont dirigés vers moi une fraction de seconde. Puis elle a hoché la tête frénétiquement, se hâtant vers une petite table d'appoint où se trouvait un ordinateur portable et une imprimante portable. Le son de sa frappe frénétique a commencé immédiatement. Julien a reporté son regard furieux sur la salle de bal. Il a attrapé le microphone du pied. « Mesdames et messieurs », a-t-il annoncé, la voix tendue par une rage à peine contenue. Veuillez excuser l'interruption. Nous prenons une pause de 15 minutes pour pouvoir nettoyer ces ordures. Profitez de l'open bar. Il a fait un signe de tête sec et furieux au technicien du son dans le coin arrière de la pièce. La musique symphonique classique qui jouait doucement en fond sonore s'est complètement coupée. Clic, l'absence soudaine de bruit était assourdissante. Le bourdonnement de la climatisation industrielle au-dessus de nos têtes a soudainement ressemblé à un moteur à réaction. La foule a réagi instantanément.
Ils ne se sont pas contentés de s'éloigner. Ils ont reculé. Des centaines d'invités se sont traînés en arrière. Les chaussures habillées et les talons ont raclé frénétiquement le sol en marbre, créant un bruit de frottement dur et grinçant. Ils se sont déplacés comme un banc de poissons évitant un prédateur. Personne ne voulait être dans le rayon de l'explosion d'un scandale familial. Ils ont reculé jusqu'à ce que leur dos heurte les murs les plus éloignés de la salle de bal. Ils se sont blottis près des lourdes portes de sortie en chêne et du bar en marbre, mettant autant de distance physique que possible entre eux et la scène. Ils ont formé un large cercle vide autour du pupitre. Je me tenais au centre de la plateforme. J'ai regardé la mer de visages, des tantes avec de lourds colliers de diamants, des oncles agrippant des verres en cristal, des cousins avec qui j'avais joué dans le jardin quand nous étions enfants. Des amis de la famille qui avaient dîné à notre table pendant 2 décennies. Pas un seul d'entre eux ne s'est avancé. Personne n'a levé la main. Personne n'a prononcé mon nom. Personne n'a remis en question l'avocat qui extorquait ouvertement un membre de sa propre famille. Ils ont simplement regardé, retenant leur souffle, attendant que l'effusion de sang se termine. Quelques-uns ont baissé les yeux sur leurs chaussures coûteuses, incapables de soutenir mon regard. La lâcheté dans la pièce était assez épaisse pour vous étouffer. J'étais complètement coupé du monde, isolé. J'ai pris une lente et profonde inspiration. L'air semblait rare et glacial contre mes bras nus. J'ai tendu mes mains calleuses et j'ai lissé un petit pli sur le tissu de soie de ma cuisse. Le mouvement était lent, délibéré. La robe semblait incroyablement lourde tout à coup. J'étais dans la maison où j'avais grandi. Mais la réalité était tout autre. Le périmètre était sécurisé par des hostiles. Je n'avais ni communication, ni renfort, ni équipe d'extraction. J'étais seul au milieu d'un territoire ennemi. Et le compte à rebours de 15 minutes venait de commencer. La salle de bal était vide autour de la scène. Le chronomètre de 15 minutes tournait. Julien était occupé à ajuster les poignets de sa chemise. Chloé arrangeait son rouge à lèvres dans le reflet de son smartphone, savourant pleinement le silence qu'elle avait créé. Ils étaient entièrement concentrés sur eux-mêmes. Ils ne regardaient jamais le personnel. C'était leur première erreur tactique. Un homme est monté sur la plateforme. Il se déplaçait silencieusement. Pas de pas lourd, juste le placement contrôlé et délibéré de ses bottes sur le marbre. Il portait le costume standard en polyester noir bon marché, fourni à l'équipe de sécurité privée du domaine. La veste était un peu trop serrée aux épaules. C'était Thomas Miller, le chef de la sécurité du domaine. Julien l'avait appelé d'un geste du poignet, lui signalant de ramasser les pages volantes de mon dossier personnel qui s'étaient éparpillées sur le pupitre et le sol. Julien le traitait comme un concierge. J'ai observé Thomas marcher. J'ai immédiatement reconnu cette démarche. Ce n'était pas le pas traînant d'un agent de sécurité de centre commercial. Sa colonne vertébrale était une tige d'acier droite. Ses épaules roulaient avec une tension détendue spécifique. Ses yeux balayaient constamment la pièce, inspectant les sorties, lisant la foule. C'était une posture forgée dans la chaleur du désert du Moyen-Orient. On pouvait mettre un marine dans un smoking bon marché, mais on ne pouvait jamais effacer le combat de ses os. Thomas s'est agenouillé près du bord de la Seine. Il a rassemblé les papiers. Ses grandes mains rugueuses ont lissé les bords froissés. Il a tendu la main vers une photo brillante de 20x25 cm qui avait glissé sous le pupitre. C'était un gros plan de ma boîte à médailles. Sa main s'est arrêtée. J'ai vu son pouce épais et calleux planer au-dessus de l'image de l'étoile d'argent, mais il ne regardait pas la médaille. Il plissait les yeux sur la petite encre noire imprimée dans le coin supérieur droit de la feuille de résumé non censuré, qui dépassait dessous la photo. C'était une désignation d'unité classifiée. 2 mots. Valkyrie 6. Thomas s'est figé. Son corps entier s'est raidi. L'air autour de lui a semblé chuter de 10 degrés. J'ai vu sa mâchoire se serrer si fort que les muscles se sont contractés sous sa mâchoire. Pour un civil, Valkyrie 6 n'était qu'une chaîne de lettres et de chiffres aléatoires. Mais pour un marine qui avait servi dans la province de Helmand, ce nom était une histoire de fantôme. C'était l'indicatif d'appel de l'équipe de soutien culturel féminine qui avait rampé à travers une zone de tir de 5 km pour demander une frappe aérienne de proximité, sauvant la vie de 2 douzaines de fantassins cloués au sol. Thomas savait ce que cette encre signifiait. Il connaissait le sang qu'il fallait verser pour obtenir cette désignation. Et soudain, il a réalisé que la femme en robe de soie pâle, à 1,50 m de lui,
n'était pas une fraudeuse gratte-papier. C'était un prédateur alpha. Lentement, Thomas a relevé la tête. Il n'a pas regardé Julien. Il n'a pas regardé Chloé. Il m'a regardé directement. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. Il n'y avait aucun dégoût. Il n'y avait qu'un respect brut, non filtré, absolu. Le genre de respect que l'on ne donne qu'à quelqu'un qui a vu le même côté laid du monde que vous. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas adouci mon visage. Je n'ai pas demandé d'aide. Mes yeux étaient d'un acier froid et dur. Je lui ai simplement fait un unique hochement de tête sec. Oui, c'est moi. Un protocole silencieux est passé entre nous. Une chaîne de commandement indestructible, forgée en dehors de cette pièce, loin des verres en cristal et de l'argent du fonds fiduciaire. Thomas n'a pas dit un mot. Il s'est levé. Il a serré le dossier fermement sous son bras gauche. Il a complètement ignoré Julien. Au lieu de remettre le dossier à l'avocat, Thomas s'est dirigé directement vers la petite table d'appoint, nichée dans l'ombre. Sarah, la jeune assistante juridique, hyperventilait sur le clavier de son ordinateur portable. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de formater le document de renonciation que Julien avait exigé. L'imprimante portable bourdonnait, se préparant à cracher les papiers qui me dépouilleraient de ma dignité et de mon héritage. Thomas s'est placé derrière elle. Il a planté sa carrure massive entre Sarah et le reste de la pièce, la bloquant complètement de la ligne de mire de Julien. Il s'est penché. Sa bouche planait à quelques centimètres de son oreille. Ne tapez pas un mot de plus de ce papier de merde, a chuchoté Thomas. Sa voix était un râle rauque. Elle sentait légèrement le vieux café et le tabac froid. C'était une voix habituée à donner des ordres sous le feu ennemi. Sarah a sursauté sur sa chaise. Elle a levé les yeux vers lui, les yeux écarquillés de terreur. Elle a commencé à bafouiller. Mais Monsieur Vance a dit. Je me fiche de ce que ce costume vide a dit, l'a coupé Thomas, son ton plat est mortellement sérieux. Vous allez sortir votre téléphone de votre sac, tout de suite. Sarah a dégluti difficilement. Sa gorge a fait un bruit sec. Qui, a-t-elle suffoqué, ses doigts planant au-dessus des touches? Qui dois-je appeler? Thomas s'est penché plus près, les muscles de son cou se sont tendus. Vous allez composer le standard principal de Fort Bragg, en Caroline du Nord, a ordonné Thomas. Vous demandez l'officier de service des opérations spéciales interarmées. Vous leur dites qu'un avocat nommé Julien Vance menace d'arrêter Valkyrie 6 pour usurpation de valeurs militaires. Sarah le dévisagea. C'était une gamine de 22 ans, fraîchement sortie de l'école de parajuriste. Elle n'avait aucune idée de ce qu'était une Valkyrie 6, mais elle comprenait la gravité terrifiante qui émanait de l'homme qui la surplombait. Elle comprenait qu'elle était soudainement au milieu de quelque chose de bien plus grand qu'une dispute familiale pour un fonds fiduciaire. Faites-le, a grogné Thomas. Maintenant. Les mains de Sarah ont quitté le clavier. Elle a cherché sous la table, ses doigts tâtonnant le fermoir de son sac. Elle a sorti son smartphone. L'écran a illuminé son visage pâle dans l'ombre. Julien était au pupitre, regardant sa Rolex, attendant que ses 15 minutes de gloire expirent. Chloé sirotait une nouvelle coupe de champagne. Ils étaient complètement aveugles. Sous la table, hors de vue, le pouce de Sarah a appuyé sur le bouton d'appel vert. L'écran brillait contre la cajoue sombre. Le signal a rebondi sur une antenne relais à l'extérieur du domaine. Un fil invisible et silencieux venait d'être déclenché. Le compte à rebours n'appartenait plus à Julien. Sous la table d'appoint, un téléphone composait un numéro, mais debout au centre de la scène, j'étais déjà parti. La voix de Julien résonnait contre les murs. Usurpation de valeur, fraudeuse, lâche. Les mots ont agi comme un fil piège. Le parfum lourd et coûteux qui émanait des femmes du premier rang, Tom Ford, Chanel, est soudainement devenu épais. Il a coagulé dans mes sinus. Il sentait le soufre, le plastique brûlé et les cheveux humains. Les chuchotements étouffés et frénétiques de la foule riche se sont brouillés, se déformant en un bourdonnement bas et terrifiant. L'espace physique autour de moi a commencé à se fracturer. Les murs de marbre immaculé de la salle de bal se sont fissurés. La pierre polie s'est écaillée, révélant des rochers déchiquetés et cuits par le soleil. La lueur des lustres en cristal s'est brisée en éclairs violents et aveuglants. Tir entrant. Mes yeux étaient grands ouverts. Je regardais droit devant moi, vers Julien, mais je ne voyais pas son costume sur mesure.
Je voyais de la terre rouge et poussiéreuse projetée dans les airs. Mon corps a réagi avant mon cerveau. Mes épaules se sont abaissées, mes genoux se sont fléchis d'une fraction de pouce, se préparant à absorber un impact qui n'était pas là. Le poids fantôme s'est abattu sur mes clavicules. 30 kilos de gilet pare-balles en Kevlar, de plaques en céramique, de poches de munitions et d'un poste radio. Le gilet était trempé, pas de sueur, mais de sable et de sang chaud et épais. RPG. Le cri assourdissant d'une roquette a fendu l'air à l'intérieur de mon crâne. L'impact m'a soulevé et m'a violemment projeté contre la terre rocailleuse de la province de Helmand. Je n'étais pas censé tenir un fusil ce jour-là. J'étais un officier de renseignement, une linguiste. Mon travail consistait à parler aux femmes locales pour recueillir des informations, à construire des ponts culturels pendant que les gars de l'infanterie assuraient la sécurité. Mais l'embuscade se fichait de mon titre de poste. Les talibans se fichaient de la paperasse. Le périmètre s'est évaporé en 30 secondes. Je me souviens du moment exact où la structure de commandement s'est effondrée. Le sergent-chef est tombé le premier. Une balle l'a touché sous le bras, contournant les plaques. Il est tombé comme une pierre. Puis l'opérateur radio a reçu des éclats d'obus au visage. Les communications sont mortes, juste du grésillement et des cris. J'étais allongé dans la poussière, l'air épais de poussière et de cuivre. L'odeur du sang est incomparable. Elle sent les vieilles pièces de monnaie mouillées. Elle vous tapisse le fond de la gorge et vous donne la nausée. J'ai jeté mon casque dans la terre. Ce n'était plus que du plastique inutile. J'ai rampé vers l'avant sur le ventre, les rochers déchiquetés déchirant mon uniforme, écorchant ma peau à vif. J'ai atteint le corps d'un jeune soldat de 2e classe. Il avait 19 ans. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le ciel blanc et aveuglant. Il ne respirait pas. J'ai arraché ses doigts de la poignée de son M4. Le canon était brûlant. Il m'a brûlé la paume de la main à travers mes gants tactiques, mais je n'ai pas lâché. J'ai grimpé par-dessus le rocher, glissant dans une dépression peu profonde. La générale Evelyn était clouée au sol là. C'était une générale 3 étoiles, sur le terrain pour superviser personnellement l'extraction d'un atout de grande valeur. Maintenant, elle se vidait de son sang dans un fossé. Une balle lui avait brisé le fémur, déchirant l'artère fémorale. Le sang jaillissait en jets épais et sombres, s'imprégnant dans le sable sec. Je n'ai pas pensé à être une femme. Je n'ai pas pensé à être un officier de renseignement. Je n'ai pas pensé au règlement concernant un insigne d'action de combat. J'ai laissé tomber mon poids sur la générale. J'ai enfoncé mon genou gauche directement dans son aine, mettant tout le poids de mon corps sur le point de pression au-dessus de l'artère sectionnée. Elle a hurlé d'agonie. Resté à terre, lui ai-je rugi, crachant le sable de ma bouche. J'ai levé le M4 avec ma main droite. J'ai calé la crosse contre mon épaule. Des silhouettes noires dévalaient la crête, se précipitant sur la pente rocheuse vers notre position. Il hurlait. Le son était guttural, terrifiant. J'ai pressé la détente. Le recul a percuté mon épaule meurtrie. Pop, pop, pop. J'ai tiré en rafale contrôlée. La chaleur du canon déformait l'air devant mon visage. Les douilles vides volaient du port d'éjection, me brûlant le cou. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas hésité. J'ai tiré sur tout ce qui bougeait sur cette colline. Je suis devenu un mur de chair et de plomb. J'étais l'ultime ligne de défense entre la grande faucheuse et l'hélicoptère d'évacuation médicale. C'était à 3 minutes. J'ai tenu cette ligne. J'ai maintenu la pression sur l'artère. J'ai tiré jusqu'à ce que la culasse se bloque sur un chargeur vide. Je l'ai éjecté, j'en ai claqué un nouveau et j'ai continué à tirer. L'étoile d'argent n'était pas quelque chose que j'avais commandé en ligne avec une carte de crédit. Ce n'était pas un accessoire. C'était un reçu. C'était un reçu pour le sang que j'ai laissé dans cette poussière et les vies que j'en ai sorties. Le rugissement assourdissant de l'échange de tirs a commencé à s'estomper. L'odeur de cuivre s'est dissoute pour redevenir un parfum coûteux. Julien s'est raclé la gorge bruyamment dans le microphone. Le son a ramené la salle de bal à la réalité. Les murs de marbre sont revenus. Les lustres en cristal ont cessé d'exploser. J'étais sur la scène, dans le Connecticut. Je ne saignais pas. Ma robe était propre. Julien a tapoté son doigt manucuré contre le cadran de sa Rolex en or. Il était irrité. La pause de 15 minutes s'éternisait,
et je n'implorais pas sa pitié. Il m'a regardé avec un mépris absolu, attendant que la sœur folle finisse par craquer et signe les papiers. Chloé se tenait à côté de lui, sirotant son champagne, vérifiant à nouveau son reflet. Je les ai observés. J'ai regardé les tantes et les oncles qui se terraient près du bar. Ils m'ont traité de sangsue. Ils m'ont traité de fraudeuse. Ils pensaient que je les volais. Mais en les regardant maintenant, j'ai vu exactement ce qu'ils étaient. C'étaient des parasites. Des parasites mous et faibles, enveloppés dans des costumes sur mesure et des robes de créateurs. Ils respiraient un air libre. Ils buvaient du vin cher. Et ils amassaient cette fortune familiale massive uniquement parce que des gens comme moi étaient prêts à mourir dans la poussière pour tenir les loups à l'écart de leurs portes. Mon rythme cardiaque a ralenti. La colère froide s'est installée au plus profond de mes os, se solidifiant. Julien a pointé du doigt l'assistante juridique dans le coin. Ces papiers sont-ils prêts, a-t-il lâché. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. À 500 miles des lustres en cristal du Connecticut, l'air était tout autre. Fort Bragg, Caroline du Nord, le centre névralgique du commandement des opérations spéciales de l'armée des États-Unis. C'était une pièce sans fenêtre, lourdement fortifiée, qui sentait le café éventé et l'ozone des bails de serveurs. Le major David Chen était assis au bureau de veille du renseignement interarmé. Ses yeux étaient rivés sur une batterie de moniteurs suivant en temps réel les flux satellites au-dessus de l'Europe de l'Est. C'était censé être une nuit calme, juste des communications de routine. Puis le téléphone rouge sécurisé sur son bureau a sonné. Un bourdonnement mécanique sec. Chen n'a pas hésité. Il a décroché le lourd combiné à mi-chemin de la première sonnerie. Veille du renseignement, Major Chen à l'appareil. Il s'attendait à un rapport ponctuel d'une base d'opérations avancée. Il ne s'attendait pas à la voix tremblante et terrifiée d'une jeune civile. Je dois signaler quelque chose, a balbutié Sarah à travers la ligne cryptée. Un homme nommé Thomas m'a dit d'appeler ce numéro. Il a dit de vous dire qu'un avocat nommé Julian Vance menace d'arrêter quelqu'un pour usurpation de valeurs militaires. Chen a froncé les sourcils. Il a attrapé un bloc-notes, agacé. Un conflit domestique civil. Il était sur le point de lui dire qu'elle s'était trompée de numéro et qu'elle devait appeler la police locale. Il menace de menotter Laura Sharp, a lâché Sarah, sa voix se brisant. Thomas a dit de vous dire. Valkyrie 6 est menacée. La colonne vertébrale de Chen s'est redressée d'un coup. L'agacement a disparu. Le stylo dans sa main s'est enfoncé si fort dans le bloc-notes que la pointe s'est cassée. Répétez ça, a ordonné Chen. Sa voix est devenue complètement plate. Êtes-vous absolument certaine de ce nom? Valkyrie 6. Oui, Laura Sharp. Ça se passe en ce moment, au domaine Sharp, dans le Connecticut. Chen a lâché le téléphone. Il ne l'a pas raccroché. Il a juste laissé le lourd combiné s'écraser sur le bureau. Il a bougé. Il a repoussé sa lourde chaise à roulettes si violemment qu'elle a percuté un classeur en métal. Il a sprinté hors de la salle de veille. Ses bottes de combat ont martelé le linoléum poli du couloir de l'USOCOM. Il a contourné les points de contrôle de sécurité, brandissant son badge sans ralentir. Il courait à l'adrénaline pure. Il a atteint les lourdes portes doubles de la salle de briefing sécurisée. Une pancarte à l'extérieur indiquait « Briefing classifié en cours ». Ne pas entrer. Chen n'a pas frappé. Il a heurté les lourdes portes en bois avec son épaule et les a poussées. À l'intérieur, la pièce était silencieuse. Une immense carte numérique du Moyen-Orient brillait sur l'écran mural. 12 officiers de haut rang étaient assis autour d'une longue table en chêne poli. À la tête de la table se tenait la lieutenant-générale Evelyn, le commandant adjoint de l'USOCOM. Elle avait 50 ans, était bâtie comme un tank et portait 3 étoiles d'argent sur les épaules de son uniforme impeccablement repassé. Elle s'est tournée lentement, ses yeux vifs comme des lames de rasoir se fixant sur Chen. À moins que nous ne soyons sous une attaque terroriste, Major, a dit la générale, sa voix suintant de glace, vous avez intérêt à avoir une sacrée bonne raison d'interrompre un briefing de stratégie nationale. Chen était à bout de souffle. Il s'est mis au garde à vous, le dos raide. Il n'a pas regardé les autres officiers. Il a regardé droit vers la générale. Mon général, a aboyé Chen, la voix tendue. Le capitaine Laura Sharp est retenu en otage par sa famille dans un domaine privé du Connecticut. Ils exigent qu'elle renonce à son fonds fiduciaire.
Quelques colonels dans la salle ont échangé des regards confus. Une dispute familiale? Pourquoi diable un major interrompait-il un briefing classifié pour une querelle domestique? Mais la générale n'a pas scié. Sa posture s'est raidie. Continuez, major, a-t-elle ordonné. Ils humilient publiquement son dossier de combat, a dit Chen, forçant les mots à sortir. Un avocat civil menace d'appeler les agents fédéraux et de la faire arrêter pour usurpation de valeurs militaires devant toute sa famille. La salle de briefing est devenue silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement du projecteur. Les colonels ont cessé de paraître confus. La couleur a quitté le visage de quelques-uns d'entre eux. Chaque officier assis à cette table de Chen connaissait le nom de Laura Sharp. Et ils savaient tous exactement pourquoi la générale Evelyn était là, vivante, respirant, au lieu de rentrer au pays dans une caisse de transfert en aluminium. Ils connaissaient l'histoire de Valkyrie 6. Ils connaissaient l'embuscade dans la province de Helmand. Ils connaissaient la linguiste qui avait ramassé un fusil chaud et tenu un périmètre brisé à elle seule, tout en bouchant l'artère fémorale sectionnée de la générale avec ses propres mains. La générale a fixé Chen. Le silence dans la pièce s'est étiré. Il est devenu lourd, dangereux. La glace dans les yeux de la générale a fondu pour laisser place à une rage absolue et terrifiante. L'air dans la pièce a soudainement senti la cordite brûler. Usurpation de valeurs militaires, a répété la générale. Les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche. Ils ont le culot de l'accuser d'usurpation de valeurs militaires. Elle a tendu la main sur la table de Chen et a claqué son ordinateur portable. Le bruit sec a résonné contre les murs. Briefing suspendu, a aboyé. Elle n'a pas regardé les colonels. Elle a regardé Chen. Major, rassemblez une équipe QRF. Des éléments de la Delta Force, tout ce que nous avons en attente. Mon général, c'est une affaire civile, a commencé à dire un des colonels, hésitant. Elle lui a lancé un regard qui aurait pu décaper la peinture d'un cuirassé. Un officier des opérations spéciales en service actif et victime d'extorsion et menacé de fausses accusations fédérales, a grogné. Nous n'abandonnons pas nos gens sur le champ de bataille, et nous ne les abandonnons certainement pas dans un manoir de country club. Elle a attrapé son béret vert sur la table et l'a enfoncé sur sa tête. Elle l'a ajusté d'un coup sec et furieux. Faites chauffer les oiseaux, major, a ordonné, se dirigeant déjà vers la porte. On va s'incruster à une fête. Dehors, sur le tarmac, les mécaniciens ont reçu l'ordre. Le vrombissement mécanique lourd des groupes auxiliaires de puissance s'est déclenché. Les immenses pales du rotor d'un hélicoptère UH-60 Blackhawk ont commencé à tourner. Elles ont commencé lentement, tranchant l'air humide de la Caroline du Nord. Puis elles ont pris de la vitesse. Le rythme sourd et lent s'est transformé en un rugissement assourdissant et violent. Le compte à rebours tournait dans le Connecticut, mais le tonnerre venait du sud. Les 15 minutes se sont écoulées. Le silence dans la salle de bal était lourd et totalement artificiel. Julian et Chloé sont revenus au centre de la scène. Ils se déplaçaient en parfaite harmonie, comme des membres de la royauté montant sur un trône. La foule s'est rapprochée des bords de la pièce, retenant son souffle, les coupes de champagne oubliées dans leurs mains. Ils voulaient que le spectacle se termine. Ils voulaient que la parente pauvre et gênante soit excisée de l'arbre généalogique pour pouvoir retourner parler de golf et de comptes offshore. Sarah, l'assistante juridique terrifiée, s'est précipitée vers le pupitre en acajou. Ses mains tremblaient violemment. Elle a tendu à Chloé une seule feuille de papier. Chloé l'a arrachée des mains de la jeune fille sans la regarder. Elle a plaqué le papier sur le marbre froid du pupitre. Smack. C'était la renonciation formelle à l'héritage. Le papier était encore chaud de l'imprimante portable. Juste à côté, Chloé a claqué un lourd stylo Mont Blanc plaqué or. Julian s'est approché du micro. Il a enfoncé ses deux mains profondément dans les poches de son pantalon sur mesure. Il s'est balancé sur ses talons en cuir italien coûteux. C'était une posture d'arrogance totale et imméritée. Signé, Laura, a ordonné Julian. Sa voix n'était pas une requête. C'était un commandement d'un homme qui n'avait jamais reçu un coup de poing dans la figure. La voiture de police locale est exactement à 2 pâtés de maison de la grille d'entrée. Mon doigt est sur le cadran. Signez le papier. Sortez discrètement par les portes de service et je les rappellerai. Refusez, et vous quitterez la maison de votre grand-père avec des menottes en acier. Chloé a croisé les bras sur sa robe perlée, ses lèvres formant une moue de fausse sympathie.
C'est vraiment pathétique, a dit Chloé. Elle s'est penchée plus près du microphone, s'assurant que les haut-parleurs captaient son murmure dur. Tu aurais juste dû rester à ta place, Laura. Tu aurais pu continuer à être une gratte-papier ennuyeuse et invisible. Personne ne t'aurait dérangé. Mais il fallait que tu joues les héroïnes. N'est-ce pas? Il fallait que tu inventes toute cette fantaisie de combat ridicule juste pour voler mon argent. J'ai regardé le morceau de papier encore chaud. Puis j'ai regardé le stylo en or. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas jeté un verre d'eau au visage. La colère est un handicap. La colère vous rend négligent, et la négligence tue des gens. J'ai simplement tendu la main droite. Lentement, délibérément, j'ai pris le lourd stylo en or. Julien a laissé échapper une expiration sèche par le nez, un soupir de soulagement déguisé en ricanement. Il a tourné la tête et a lancé un regard triomphant à Chloé. Le sourire de Chloé s'est étiré si largement qu'on aurait dit que sa mâchoire allait se décrocher. Dans la foule, les actionnaires se sont fait des signes de tête. L'ordre était rétabli. La hiérarchie naturelle de leur monde riche et parfait était sauve. Le soldat de base s'inclinait devant l'avocat d'affaires. J'ai fait rouler le stylo Mont-Blanc entre mon pouce et mon index. Le métal était lisse, glacial. C'était un bel outil, conçu pour signer des chèques, conclure des affaires et détruire des vies depuis la sécurité d'un bureau climatisé. Il pesait environ 50 grammes. Un fusil M4 entièrement chargé pèse 3,4 kg. Je savais lequel je préférais avoir en main. Je n'ai pas abaissé le stylo vers le papier. Je l'ai juste tenu. Le silence s'est éternisé. 5 secondes, 10 secondes. Le sourire suffisant de Julien a commencé à s'effacer. Juste une fraction. Un minuscule pli rigide s'est formé entre ses sourcils parfaitement épilés. Il a déplacé son poids de ses talons à ses orteils. Il n'aimait pas le silence. Les criminels en col blanc comptent sur l'élan. Ils vous pressent. Ils vous bombardent de menaces juridiques, de délais et de pression publique. Pour que vous paniquiez et que vous signiez votre vie. Je ne paniquais pas. Le coin de ma bouche s'est contracté vers le haut. C'était à peine un sourire, juste un déplacement froid et vide des muscles faciaux. Un prédateur regardant sa proie. Je les ai observés. Ils étaient si ivres de leur propre pouvoir qu'ils ne réalisaient même pas qu'ils se tenaient sur une mine. Si un membre de votre famille a déjà essayé de vous intimider pour vous priver de ce qui vous revient de droit, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Laissez un commentaire et dites-moi le mot exact que vous utiliseriez pour décrire Chloé. N'oubliez pas de vous abonner car vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. J'ai relevé le menton. J'ai planté mon regard droit dans celui de Julien. J'ai vu ses pupilles se contracter. Il commençait à le sentir. Cette démangeaison primale et subconsciente à la base du crâne qui dit à une proie que quelque chose ne va pas dans les hautes herbes. Vous savez, ai-je dit. Ma voix était basse, épaisse et lourde dans le silence de mort de la salle de bal. Julien a dégluti difficilement. Il a sorti ses mains de ses poches. Sa posture s'est brisée. Signe ce fichu papier, Laura, a-t-il lâché, sa voix perdant son ton lisse et exercé. Elle s'est légèrement fêlée. Je l'ai ignoré. Je n'ai pas rompu le contact visuel. Vous avez dit plutôt qu'une menteuse oublie son scénario, ai-je poursuivi, ma voix baissant d'une octave. J'ai arrêté de faire tourner le stylo. Je l'ai serré fort. Une menteuse oublie son scénario, ai-je répété. Mais les gens qui ne connaissent absolument rien à la guerre. J'ai fait une pause. J'ai laissé le silence planer, étouffant la pièce, laissant la certitude absolue de mes paroles le clouer au sol. Point ne peuvent généralement pas entendre le son de son approche. Mes mots flottaient encore dans l'air mort de la salle de bal lorsque la vibration a commencé. Elle n'a pas commencé comme un son. Elle a commencé au plus profond du plancher. Un sourd battement rythmique a remonté à travers la semelle de mes chaussures. Il a fait vibrer la glace dans les verres en cristal abandonnés sur le bar. La surface du verre de scotch de Julien a commencé à onduler. Il a froncé les sourcils. Il a levé les yeux vers le plafond voûté, ses sourcils parfaitement épilés se rapprochant. Puis le son nous a frappés. C'était un rugissement assourdissant et violent. Un hélicoptère UH-60 Black Hawk planait à 20 mètres au-dessus du toit du domaine. Les immenses pales du rotor fendaient l'air nocturne du Connecticut, générant un courant descendant si brutal que les lourds vitraux de la salle de bal ont commencé à trembler violemment dans leur cadre.
Le bruit était absolu. Il a englouti la pièce entière. Julien a reculé en trébuchant, s'éloignant du pupitre. Le sang a quitté son visage, laissant sa peau hydratée de la couleur de la cendre humide. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a hurlé Chloé, plaquant ses mains sur ses oreilles. Sa voix a à peine percé le tonnerre mécanique. Dehors, sur la pelouse manucurée, la situation est passée d'une menace à une intrusion. 3 VUS noirs mâts blindés ont défoncé les grilles d'entrée en fer forgé. Ils n'ont pas ralenti pour taper le code de sécurité. Ils ont heurté le métal à 65 km/h. Les lourdes charnières en fer ont cédé comme des brindilles sèches, envoyant les grilles s'écraser dans les aménagements paysagers coûteux. Les pneus ont labouré le gazon parfaitement coupé, laissant de profondes tranchées boueuses. Des projecteurs tactiques blancs et aveuglants se sont allumés. Les faisceaux à haute luminosité ont traversé les grandes portes vitrées du grand hall, effaçant la douce lumière jaune des lustres en cristal. Les gardes de sécurité privés du domaine, des hommes en costume de polyester noir bon marché, payés pour vérifier les invitations et tenir des parapluies, ont été neutralisés en moins de 10 secondes. J'ai vu à travers la vitre du hall 2 d'entre eux être plaqués, visage contre le capot d'une Bentley garée. Des menottes en plastique se sont serrées autour de leurs poignets. Ils ont été traînés hors de l'entonnoir mortel et jetés sur la pelouse comme des sacs de farine. La panique a éclaté à l'intérieur de la salle de bal. Les actionnaires ont hurlé. Des hommes avec de lourds boutons de manchette en diamant ont attrapé leurs femmes, se précipitant aveuglément vers le fond de la pièce. Ils se bousculaient, glissant sur les sols en marbre lisse. Ils ne sont pas allés loin. Les immenses portes en chaîne sur mesure de la salle de bal ont été ouvertes d'un coup de pied. Elles ne se sont pas simplement ouvertes. Elles ont explosé vers l'intérieur. Les lourdes poignées en laiton ont percuté les cloisons sèches, laissant de profonds cratères dans le plâtre coûteux. Un flot d'équipements tactiques vert foncé a déferlé dans la pièce. La Delta Force. Il se déplaçait comme un seul organisme violent. Pas d'hésitation, pas de cri, juste une précision chirurgicale froide et absolue. Ils se sont déployés sur le sol en marbre en binôme, coupant chaque sortie. Ils ont sécurisé le périmètre en quelques secondes, créant un point d'étranglement aux portes principales. Un milliardaire en smoking sur mesure a tenté de pousser un des opérateurs, agitant les mains et criant quelque chose à propos de ses avocats. L'opérateur ne l'a même pas regardé. Il a simplement levé le canon de son fusil et s'est avancé, utilisant la lourde crosse en polymère pour repousser l'homme contre une table de traiteur. Un plateau de grande flûte à champagne s'est écrasé au sol, se brisant en 1000 morceaux. Le milliardaire est tombé, reculant à 4 pattes comme un crabe. Le message était clair. Personne ne bouge. Personne ne respire. Le clic mécanique et métallique des sécurités de fusil désactivés a résonné dans la pièce. Clac, clac. C'était un son froid, laid, terrifiant. L'odeur de carburant d'aviation et de caoutchouc brûlé a commencé à s'infiltrer dans la pièce, masquant l'odeur de parfum de créateur. Julien tremblait. Ses genoux s'entrechoquaient littéralement, faisant trembler le tissu de son pantalon sur mesure. Tout son jargon juridique, ses menaces de police locale, son pouvoir de fonds fiduciaire. Tout s'est évaporé en un instant. À la seconde où il a regardé dans le canon d'un fusil à canon court, tenu par un homme qui se fichait éperdument de son diplôme de droit. Un morceau de papier avec une signature ne signifie absolument rien lorsqu'une arme chargée est pointée sur votre poitrine. La foule s'est écartée. Ils ont pressé leur dos contre les murs, rentrant leur ventre, s'éloignant de l'allée centrale. Une silhouette a franchi les portes de chêne brisées. La lieutenant-générale Evelynet. Elle ne portait pas de fusil, mais son énergie cinétique a aspiré l'oxygène de l'immense pièce. Elle portait son uniforme de cérémonie. Il était impeccablement repassé, assez tranchant pour couper du verre. 3 étoiles d'argent brillaient sur chaque épaule, captant la lumière crue des projecteurs tactiques. Ses bottes de combat frappaient le sol en marbre avec une cadence lourde et mesurée. Elle a descendu l'allée centrale. Elle n'a pas regardé l'élite terrifiée, blottie contre les murs. Elle n'a pas regardé le cristal brisé sur le sol. Ses yeux étaient fixés droit devant. Elle a atteint le bord de la scène. Chloé était là, la bouche grande ouverte. Ses mains tremblaient si fort qu'elle a laissé tomber sa pochette en diamant. Elle a heurté le sol, déversant des cosmétiques coûteux sur la pierre. Elle ressemblait à une biche prise dans les phares d'un train de marchandises. La générale n'a même pas accusé réception de son existence.
Elle est passée juste à côté de Chloé comme si elle était un meuble bon marché et invisible. La générale s'est arrêtée net au centre, devant le pupitre en acajou. La fausse coquille civile que j'avais été forcé de porter toute la nuit s'est fissurée et est tombée. La robe de soie n'avait plus d'importance. L'argent n'avait plus d'importance. Le sang dans mes veines s'est souvenu exactement de qui j'étais. J'ai ouvert ma main droite. J'ai laissé le lourd stylo Mont Blanc plaqué hors roulé de mes doigts. Il a heurté le pupitre en marbre avec un bruit sourd et creux, et a roulé sur le bord, tombant dans l'ombre. J'ai rassemblé mes pieds. J'ai claqué le talon de ma chaussure contre la pierre. Ma colonne vertébrale s'est redressée complètement. Chaque muscle de mon corps s'est verrouillé. J'ai levé la main droite, rassemblant mes doigts, gardant mon poignet parfaitement droit, et j'ai claqué le bord de ma main au coin de mon sourcil droit. Le mouvement a fendu l'air comme une lame. Mon général, ai-je aboyé. Ma voix était forte, nette, et a résonné contre les murs. La générale m'a regardé, ses yeux vifs et froids s'adoucissant une fraction de seconde. Elle a levé sa propre main, retournant le salut avec un respect lent, délibéré, absolu. « Capitaine Sharp », a-t-elle dit. La salle de bal était silencieuse. Les rotors de l'hélicoptère rugissaient à l'extérieur, mais à l'intérieur, personne n'osait faire le moindre bruit. L'arrogance de la famille Sharp venait d'être écrasée dans la poussière. La vérité indéniable et écrasante se tenait dans leur salon. Le silence était suffocant. Toute la salle de bal retenait son souffle, attendant que le plafond s'effondre. L'instinct de survie de Julian s'est finalement manifesté, mais il était défectueux. Il a essayé de se cacher derrière la seule arme qu'il savait utiliser, la loi. Il a fait un pas chancelant en avant, levant les mains dans un geste défensif. Ses paumes étaient si moites qu'elles brillaient sous les projecteurs tactiques. « Vous ne pouvez pas être ici », a balbutié Julian, sa voix se brisant. Elle semblait faible et pathétique comparée au bourdonnement mécanique profond du matériel militaire à l'extérieur. C'est une propriété privée. Vous n'avez absolument aucune juridiction. Fermez-la, a lâché la générale. Elle n'a pas crié. Elle n'en avait pas besoin. Sa voix a tranché son jargon juridique comme une scie à os. La générale est montée sur scène. Ses bottes de combat ont écrasé l'ourlet de la veste de créateur abandonnée par Chloé. Elle s'est dirigée droit vers le pupitre en acajou. Elle a baissé les yeux sur le papier de renonciation fraîchement imprimé, à côté de l'endroit vide où se trouvait le stylo en or. D'un seul geste méprisant du poignet, la générale a balayé le papier du marbre. Il a volé jusqu'au sol, atterrissant dans la saleté laissée par les opérateurs de la Delta Force. Et a cherché dans la poche de poitrine de sa veste d'uniforme. Elle en a sorti une petite boîte en velours rouge usé. Elle l'a claquée sur le pupitre en marbre. Crac. Le son était assez sec pour faire sursauter Julian. L'impact a fait sauter le petit loquet en laiton. Le couvercle s'est ouvert. Reposant sur un lit de satin noir délavé, se trouvait une véritable étoile d'argent. Juste en dessous, épinglé au tissu, se trouvait un insigne d'action de combat en métal lourd et mat. Le vrai. Le genre qu'on n'achète pas sur Amazon. Le genre qui sent le produit à polir le laiton et le vieux sang. La générale s'est penchée sur le pupitre. Elle a planté ses yeux dans ceux de Julian. Elle l'a regardé comme un mécanicien regarde un boulon foiré. Vous êtes un imbécile ignorant et arrogant, monsieur Vance, a grogné. Sa voix était basse et rauque. Je vous ai entendu jouer à l'expert militaire, expliquant les règlements de l'insigne d'action de combat à cette salle. Voulez-vous savoir pourquoi un officier de renseignement féminin a cet insigne? La gorge de Julian s'est nouée frénétiquement. Il a avalé de l'air. Il ne pouvait pas former un mot. Elle l'a parce qu'il y a 4 ans, dans la province de Helmand, notre élément avancé est tombé dans une embuscade tendue par une centaine d'hostiles, a dit. Elle a espacé les mots, les martelant dans la pièce silencieuse. Quand notre périmètre s'est effondré, et quand une balle de 7,62 a brisé mon fémur et sectionné mon artère, le capitaine Sharp a jeté sa radio. Elle a ramassé le M4 d'un homme mort, et elle a tracé un chemin de 5 km à travers la roche et le feu ennemi pour me maintenir en vie. Julian a viré à la couleur de la craie humide, ses genoux ont physiquement fléchi. Il s'est agrippé au bord du pupitre juste pour ne pas tomber. C'est le meilleur officier que j'ai jamais eu le privilège de commander, a déclaré. Elle a frappé sa main à plat sur le marbre à côté de la boîte en velours, et elle a payé pour cet insigne avec des morceaux de sa propre peau.
La générale a tourné la tête lentement. Elle s'est fixée sur Chloé. Chloé était pressée contre le bord arrière de la scène. Ses jointures étaient blanches là où elle agrippait la rampe en bois. Son visage parfaitement maquillé était un masque de pure terreur. « Et vous, a dit elle. » Le dégoût dans sa voix était absolu. « Vous vous tenez ici, avec vos perles de cristal, et vous vous vantez de vos galas de charité à 1 million d'euros. Vous utilisez les vétérans comme accessoires pour avoir votre visage sur une couverture de magazine. » Chloé a ouvert la bouche, mais seul un petit hoquet étranglé en est sorti. « Vous voulez savoir à quoi ressemble le vrai sacrifice ?» Elle s'est approchée d'elle, envahissant son espace personnel. « Il ressemble à votre sœur. La femme qui cache des cicatrices d'éclats d'obus sous une robe de soie, pour que des parasites vides et superficiels comme vous puissent se tenir dans cette salle de bal, respirer un air libre et boire du champagne cher. » Le masque n'a pas seulement glissé, il s'est brisé. L'identité entière de Chloé, la philanthrope, l'enfant prodige, la sœur supérieure, a été réduite en poussière sur le sol en marbre, sous la botte d'une générale 3 étoiles. Elle a fermé les yeux, incapable de regarder la foule, incapable de me regarder. L'humiliation était absolue. Le vent dans la pièce a tourné violemment. Les riches actionnaires qui avaient fait teinter leur verre et ri 15 minutes plus tôt regardaient maintenant Julien et Chloé avec une révulsion pure et sans mélange. La mentalité de la foule s'est inversée. Ils étaient terrifiés par la présence militaire, mais ils étaient aussi désespérés de se distancier du côté perdant. Un homme plus âgé s'est frayé un chemin à travers la foule. Il transpirait abondamment à travers son smoking coûteux. C'était Arthur Sharp, le frère cadet de mon père, le principal représentant du conseil d'administration du fonds fiduciaire de la famille. Il s'est déplacé avec précaution, gardant ses mains visibles, évitant les mouvements brusques alors qu'il se faufilait devant un opérateur de la Delta lourdement armé. Il a pratiquement grimpé les marches de la scène. Il a ignoré Chloé. Il a complètement contourné Julien. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi, les mains jointes nerveusement devant son ventre. « Laura » a balbutié Arthur, sa voix tremblante. Il a essayé de forcer un sourire familial chaleureux, mais cela ressemblait plus à une grimace de peur. « Laura, tout ceci est un terrible malentendu. » Julien a outrepassé ses droits. Il ne parle pas au nom du conseil. Il a fait un geste frénétique vers la boîte en velours sur le pupitre. « Le fonds fiduciaire est à vous, » a dit Arthur, ses mots se bousculant dans sa hâte de se rendre. « Il a toujours été à vous. Nous reconnaissons votre service militaire. L'héritage, la double part complète. C'est légalement à vous. Dites simplement un mot et le transfert sera finalisé ce soir. » Toute la famille Sharp était à genoux. L'argent, le domaine, le pouvoir qu'ils avaient utilisé comme une arme pour m'abuser toute ma vie, était maintenant dans la paume de ma main. Arthur se tenait là, transpirant dans son smoking sur mesure. Ses mains étaient serrées sur son ventre, comme s'il priait un nouveau dieu. Moi. Il m'offrait des dizaines de millions d'euros. L'intégralité du fonds fiduciaire de la famille Sharp. Il y a à peine 15 minutes, ils étaient prêts à me jeter dans une cage fédérale pour protéger cet argent. Maintenant, ils me suppliaient de le prendre, espérant que mes amis lourdement armés ne mettraient pas en pièces leur monde parfait et immaculé. J'ai regardé Arthur. J'ai regardé par-delà lui, vers Julien, qui était toujours lourdement appuyé contre le pupitre pour que ses jambes ne cèdent pas. J'ai regardé Chloé, pleurant silencieusement dans ses mains manucurées, son mascara coulant sur son visage. J'ai fait un pas en avant. Je n'ai pas tendu la main vers l'argent. J'ai tendu la main vers mon dossier personnel. J'ai rassemblé les papiers classifiés sur le marbre. J'ai tapoté les bords contre le pupitre pour les aligner. Une pile nette et impeccable. J'ai glissé le dossier taché de sang sous mon bras. Puis j'ai regardé la pièce. Mon grand-père a créé ce fonds pour récompenser le service et le travail acharné, ai-je dit. Ma voix était parfaitement stable. Pas pour élever des parasites. Arthur a cligné des yeux. Son faux sourire désespéré s'est figé sur son visage. Laura, s'il te plaît. Nous pouvons finaliser les papiers tout de suite. J'ai légalement droit à la double part. Vous venez de l'admettre devant la caméra, ai-je dit. J'ai pointé un doigt vers le dôme de sécurité noir monté au plafond voûté. Alors, voici ma directive officielle en tant que principal bénéficiaire. J'ai laissé mes yeux balayer le premier rang. Des tantes, des oncles et des membres du conseil qui m'avaient ignoré toute ma vie.
Chaque centime de mon héritage sera transféré hors du domaine Sharp d'ici demain matin, ai-je déclaré. 100% de celui-ci ira au Wounded Warrior Project. Un hockey collectif a aspiré le reste d'oxygène de la pièce. Des millions d'euros. Envolés. Donnés aux soldats de base, aux amputés et aux gamins de la classe ouvrière qui ont réellement combattu les guerres que cette salle n'a regardé qu'aux informations. Chloé a laissé échapper un sanglot étranglé et bruyant. Julien avait l'air sur le point de vomir violemment sur ses chaussures en cuir brillantes. Il venait de voir leur poule aux œufs d'or s'envoler, et il n'y avait absolument rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. Je ne veux pas un seul centime de cette famille, ai-je dit. Je n'ai pas crié. Je n'avais pas l'air en colère. J'avais l'air complètement, totalement indifférente. Je n'ai pas besoin de votre argent. Et je n'ai certainement pas besoin de vous. Je leur ai tourné le dos. Je n'ai pas attendu d'excuses. Je n'ai pas attendu qu'Arthur supplie. J'ai juste commencé à marcher. La générale s'est retournée brusquement et a marché à mes côtés. Les opérateurs de la Delta Force ont immédiatement emboîté le pas. Ils ont formé un coin tactique de protection serré autour de nous. La foule riche a pratiquement grimpé les uns sur les autres pour s'écarter de notre chemin. Ils ont pressé leur dos contre les cloisons sèches, baissant la tête. Personne n'a établi de contact visuel. La mer de smoking sur mesure et de diamants coûteux s'est écartée pour la boue, la toile et le kevlar. J'ai descendu l'allée centrale. Mes talons claquaient sur le sol à un rythme régulier et ininterrompu. J'ai laissé Julien et Chloé sur cette scène, dépouillés de leur pouvoir, de leur dignité et de leur héritage. Je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Il n'y avait absolument plus rien dans cette maison qui m'appartenait. Nous avons franchi les portes de chêne brisées et sommes sortis dans le grand hall. Nous avons contourné les gardes de sécurité privés, menottés, qui gémissaient dans la poussière sur la pelouse avant. Nous sommes sortis dans la nuit. Le vent du Connecticut m'a frappé instantanément. Il était mordant. Il fouettait les immenses piliers de pierre du domaine, transportant l'odeur chimique lourde du carburant d'aviation JP-8 du Blackhawk qui tournait au ralenti. Les immenses rotors battaient un rythme sourd et régulier qui vibrait à travers ma poitrine. L'air froid a traversé la fine soie de ma robe. J'ai frissonné une seule fois. Un opérateur de la Delta est sorti de l'ombre près des VUS blindés. Il était massif, son visage entièrement masqué par des lunettes de vision nocturne à 4 tubes et un casque fast. Il a passé son fusil dans son dos. Il a cherché dans la portière ouverte du camion et a sorti une veste de treillis camouflage usée. Il s'est approché de moi. Il n'a pas dit un mot. Il l'a juste tendue. Je l'ai prise. La toile était rugueuse, lourde. Elle sentait l'huile d'arme, la sueur et la terre. C'était la meilleure chose que j'ai sentie de toute la nuit. J'ai glissé mes bras nus dans les manches surdimensionnées et j'ai relevé le lourd col autour de mon cou. Le tissu rugueux a complètement recouvert la délicate robe de soie. Le dernier vestige de mon déguisement civil avait disparu. Je l'ai zippé. C'était comme une vraie armure. Je me suis dirigé vers le Blackhawk. Le courant descendant brutal m'arrachait les cheveux, mais j'ai gardé la tête haute. Le chef d'équipage a tendu une main gantée épaisse et maïssée dans la cabine sombre, éclairée de rouge. Je me suis attaché à la sangle en toile. L'hélicoptère a piqué du nez et a décollé. Le vaste manoir illuminé s'est réduit à un point minuscule et insignifiant dans les bois sombres en contrebas. Je rentrais enfin chez moi. Le pouvoir ne vient pas du fait d'écraser les autres. Il vient de la protection des choses qui comptent vraiment. J'ai passé des années à penser que je devais prouver ma valeur à des gens simplement parce que nous partagions un nom de famille. Mais la famille, ce n'est pas le sang. Le sang n'est que de la biologie. La famille, c'est le respect. Ce sont les gens qui se tiendront à vos côtés dans la poussière lorsque le feu s'abattra. Si les gens à votre table ne vous respectent pas, cessez de mendier une assiette. Construisez votre propre table. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir dû m'éloigner de parents toxiques. Si vous soutenez ma décision de couper les ponts et de donner l'argent, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Je veux vous lire dans les commentaires. Laissez un commentaire et dites-moi quel a été le moment exact où vous avez réalisé que vous deviez vous éloigner de quelqu'un de toxique dans votre vie. Parlons-en. Et assurez-vous de vous abonner, car j'ai beaucoup d'autres histoires à raconter et vous ne voudrez pas les manquer.